Bonjour tout le monde et bienvenue de votre cuisine, votre bureau ou je ne sais trop quoi. Vous avez peut-être à portée de main un verre d'eau de cette précieuse ressource dont on est de plus en plus conscient qu'il faut optimiser l'usage et en prendre soin. Puis en prendre soin, ça veut dire aussi préserver sa qualité. La qualité est particulièrement importante pour l'eau d'irrigation parce que cette eau se retrouve directement sur nos aliments. C'est une question de santé publique, mais pour les producteurs agricoles, c'est une question aussi d'accès au marché. De plus en plus, les acheteurs vont demander aux producteurs agricoles d'accéder à des programmes de salubrité à la ferme. Le plus important au Canada, c'est le programme Canada Gap, où on a des lignes directrices concernant les concentrations maximales en coliformes fécaux ou coliformes totaux que l'eau d'irrigation devrait contenir. C'est pas une obligation. Si l'auditeur remarque qu'il pourrait y avoir un risque de contamination de l'eau, il peut donc demander au producteur de fournir l'analyse des E. coli et coliformes totaux qui sont présents dans l'eau d'irrigation. Les populations de coliformes fécaux et de colis, ce sont des micro-organismes indicateurs. Leur présence, ça veut dire qu'il y a eu une contamination par des matières fécales dans l'eau, plus ou moins récente. Mais tous les organismes à sang chaud ont des E. coli dans leurs intestins, incluant l'homme. Il y a une faible proportion qui peut réellement causer des problèmes de santé chez l'humain. Donc, on les utilise comme indicateurs de contamination fécale pour nous indiquer, oui, il y a eu une contamination fécale et il pourrait y avoir des micro-organismes qui pourraient causer des problèmes de santé humaine dans cet échantillon-là. Parmi les exemples de micro-organismes pathogènes, on peut penser à la salmonelle, l'agent de la listériose. Mais il faut bien garder en tête que ce sont des micro-organismes indicateurs. Les micro-organismes indicateurs et potentiellement pathogènes, quand on les introduit dans l'environnement, ils sont faits pour vivre dans les intestins, ce type d'organismes-là. Donc, ils ont une capacité de survie dans l'environnement qui est plutôt réduite. Ce qui va se produire, souvent, c'est ce que vous voyez au bas de l'écran. On a une diminution relativement rapide des organismes d'origine fécale avec le temps, quand on les introduit dans le sol, par exemple, suite à une irrigation ou sur la culture. Donc, ça veut dire que plus on introduit de bactéries au départ, plus on est susceptible d'en retrouver sur une longue période dans le sol ou sur la culture. Donc, comme protection de la salubrité de nos fruits et légumes, une des stratégies peut être d'augmenter le délai entre l'irrigation et la récolte. Donc, plus le délai va être long, moins les risques sont élevés parce qu'on sait qu'éventuellement, les populations vont diminuer et les micro-organismes pathogènes, pour la plupart, vont disparaître. Cependant, on sait bien qu'il y a des périodes où il faut irriguer. À ce moment-là, la stratégie peut être aussi de prendre des approches qui vont nous permettre d'assainir notre eau, de réduire la concentration en micro-organismes qu'on va trouver dans l'eau. Le délai entre l'irrigation et la récolte, c'est particulièrement important. On a fait beaucoup de travaux là-dessus avec différents niveaux de contamination de l'eau, différentes dates d'irrigation par rapport à la récolte. Et je vous dirais que la période critique, particulièrement critique, ce sont les 2 semaines précédant la récolte. Donc ça, c'est un moment où on devrait être particulièrement attentif à la qualité de notre eau et prendre des mesures, si c'est possible, pour avoir une eau qui respecte minimalement les critères dont on a parlé tout à l'heure, donc de 100 UFC par 100 ml pour les populations en E. coli ou coliformes fécaux. Donc, l'assainissement de notre eau, le traitement de notre eau peut être dans l'objectif d'abattre les populations de micro-organismes d'origine fécale. Et ces micro-organismes-là peuvent provenir, oui, des animaux d'élevage dans l'environnement de production agricole, peuvent venir aussi des animaux sauvages. Je suis très consciente que vous pouvez pas les contrôler facilement, mais c'est bon de savoir que, par exemple, la sauvagine peut être porteuse de salmonelle, par exemple. Puis, il faut pas oublier l'homme.
l'homme aussi peut être porteur de ces micro-organismes-là. Donc, faut se questionner sur la proximité, par exemple, d'une fosse septique, l'état d'une fosse septique par rapport à notre étang d'irrigation. On peut penser aussi au risque de déversement d'eau usée en amont d'un point de pompage si on alimente notre étang à partir d'une eau de surface. Mais on se souvient que ce type de micro-organisme-là est relativement peu adapté pour la survie dans l'environnement. Donc, on peut jouer là-dessus dans nos réflexions et dans nos modes de gestion de l'eau. On peut vouloir traiter l'eau aussi pour les populations d'algues bleu-vert. Les algues bleu-vert, dans leur membrane, ont des toxines. Donc, quand l'algue meurt, elle peut libérer des toxines. C'est à l'origine parfois au Québec de fermeture de plage parce qu'il y a un effet irritant sur les muqueuses et la peau. Pour les producteurs agricoles, les algues bleu-vert aussi sont indésirables parce qu'elles peuvent occasionner un blocage des canalisations d'irrigation. Les deux éléments dont les algues bleu-vert ont besoin, les deux éléments principaux, ce sont des nutriments, le phosphore, l'azote, mais aussi de la lumière. Quand les conditions sont chaudes en été, on augmente aussi le risque de prolifération de ces organismes-là qui sont bien adaptés pour proliférer dans l'environnement. Donc, je vous rappelle que si vous êtes en présence d'un étang qui est contaminé par des algues et que vous traitez cette eau, vous allez en quelque sorte libérer et faire en sorte que les toxines qui sont présentes dans la membrane des algues vont se libérer. Donc, on va régler un problème physique, mais en créer un potentiellement de santé. Par contre, présentement, il y a très peu de données qui nous indiquent quels sont les niveaux à risque pour des produits qui sont irrigués avec de l'eau qui contiendrait des algues bleu-vert. Je prends un petit moment pour vous parler de l'apparence de ces algues-là et parfois il y a des confusions dans l'identification. Vous pouvez trouver sur Internet un guide du ministère de l'Environnement qui permet d'identifier les cyanobactéries ou algues bleu-vert. Je dirais l'image qui me parle le plus, là, c'est comme si on jetait un pot de peinture dans l'eau, un gallon de peinture dans l'eau, de peinture verte. À ne pas confondre, là, comme vous le voyez à l'écran, avec des algues filamenteuses ou des lentilles d'eau qui sont autre chose. Je vous présente ici pour les étangs d'irrigation, selon les modes d'approvisionnement des étangs, les risques relatifs de contamination de l'eau. C'est à prendre avec un grain de sel parce que naturellement, il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Mais on va commencer par le bas, les modes d'approvisionnement les moins à risque. On pense pompage d'eau souterraine. Si on prend de l'eau souterraine qui est généralement peu contaminée ou pas contaminée et qu'on irrigue directement les cultures, le risque est très bas. Il faut être conscient, par contre, que si on prend cette même eau-là, qu'on l'achemine vers un étang d'irrigation, on va exposer cette eau-là, qui est de très bonne qualité, à des risques de contamination au pourtour de l'étang potentiel, par exemple, si on vient d'épandre un lisier ou un fumier à proximité de l'étang. Pour un étang qui va se recharger naturellement à partir de l'eau de la nappe, on peut considérer que le risque est relativement faible aussi. Au niveau d'un approvisionnement avec la fonte des neiges et de la pluie, ben ça dépend. La fonte des neiges, c'est un risque assez réduit, mais si on pense à la pluie, si on a des épandages au pourtour de l'étang, encore une fois, une pente qui va favoriser le ruissellement vers l'eau de l'étang, naturellement, on se place dans des conditions qui sont plus à risque. Et à ce moment-là, on pourrait vouloir avoir accès à une façon d'améliorer la qualité de notre eau. Au niveau de l'eau des drains, il y a certains étangs d'irrigation qui sont approvisionnés à partir des drains agricoles. C'est certain que le sol joue en quelque sorte un rôle de filtration sur une partie des micro-organismes d'origine fécale. On va moins pouvoir l'apprécier dans des sols légers ou des sols lourds qui pourraient avoir des voies d'écoulement préférentielles, par exemple. Donc, le niveau de rétention des micro-organismes dans le sol avant que l'eau soit acheminée vers les drains est assez variable.
Pour l'eau de ruissellement, ben naturellement, si on fait un épandage et qu'on a des pluies par la suite, une pente qui se dirige vers l'étang, faut être conscient qu'on est en train d'acheminer potentiellement des micro-organismes. J'ai mis le pompage d'eau de surface comme étant souvent un risque élevé à cause de son caractère imprévisible. Quand on prend de l'eau d'un ruisseau ou d'une rivière à proximité, le contenu, la qualité peut être parfois très variable et souvent on la connaît pas vraiment. Donc, je vous encourage, si c'est une pratique pour vous, de vous approvisionner à partir d'eau de surface, dans la mesure du possible, de faire des caractérisations de l'eau pour savoir un peu à quoi vous en tenir quant à la gestion de votre eau. J'ai parlé de l'eau des drains. Je voulais vous donner un exemple pour vous dire à quoi ça peut ressembler. Ce sont des données qu'on a obtenues à l'aide d'un dispositif expérimental à la ferme expérimentale de l'IRDA à Saint-Lambert de Lauzon, où on avait épandu dans les cultures de blé et maïs-grain différentes doses de lisier et on avait la chance de pouvoir avoir des drains indépendants pour chacun des traitements, ce qui nous permettait de bien de voir le nombre de E. coli qui se retrouvaient dans les drains. Les doses de lisier de porc qu'on a épandues pendant les 2 années de l'étude variaient entre 19 et 46 mètres cubes à l'hectare. Et on a retrouvé dans les drains des populations, dépendant des dates et dépendant des traitements, qui pouvaient varier entre la limite de détection, donc on peut présumer près de 0 ou 0, mais jusqu'à 1585 UFC par 100 millilitres. L'exemple que je vous donne au bas de l'écran dans le tableau, c'est pour une parcelle qui avait reçu 39 mètres cubes à l'hectare de lisier, qui contenait ce lisier-là contenait 100 000 UFC par gramme de E. coli, qui est un contenu qu'on peut juger moyennement élevé dans le lisier de porc. Donc, si on retourne, l'épandage avait eu lieu le 30 mai. Si on retourne une semaine plus tard, on avait dans les drains jusqu'à 1000 UFC par 100 ml. Donc, pour vous mettre en perspective, je vous rappelle que le critère pour l'eau d'irrigation est de 100 UFC par 100 millilitres. Donc, on est conscient que l'eau des drains est diluée dans l'étang, mais c'est important d'être conscient que dans les jours subséquents, lorsqu'on a une pluie, les bactéries peuvent être effectivement transportées vers les drains et vous le voyez à l'écran à mesure que le temps avance, les concentrations ou les populations de colis variaient dans l'eau des drains. Parce que le sol, lui aussi, a un pouvoir assainissant, les bactéries diminuent en population avec le temps, et puis, comme vous le voyez, il y avait une partie de ces populations qui s'étaient déjà déplacées en début de saison au cours des premières pluies qui ont suivi l'épandage. Il y a toutes sortes de risques aussi de contamination de nos étangs. Puis je voulais vous présenter un exemple un peu original de ce qu'on a observé au cours de nos projets. Des données de population de colis dans l'eau d'un étang qui était aéré au cours des mois de juillet et août. Et nous, on faisait l'analyse et rapidement, on a constaté à un certain moment, à la mi-juillet, comme vous pouvez le voir à l'écran, un pic d'augmentation important des populations de colis qui allait jusqu'à 800 UFC par 100 millilitres. Donc, rapidement, on avait communiqué avec les gens pour essayer de comprendre ce qui se passait. Là, pour nous, c'était évident qu'il se passait quelque chose. Et il y avait une marmotte qui s'était retrouvée dans l'étang au moment où on l'a vue. Elle nous avait déjà quittés, mais elle avait déjà fait tous ses ravages dans l'eau d'irrigation. Donc, portez attention à ce niveau-là aussi, à la présence d'animaux sauvages dans vos étangs pour la qualité de votre eau. Finalement, c'est une série de bonnes pratiques qui vont nous permettre de garantir une bonne qualité de l'eau, une série d'observations et de différentes approches de gestion de l'eau aussi. Faut se poser la question, l'eau de mon étang est-elle bien protégée? Est-ce qu'il y a une pente? Est-ce qu'il y a un risque important de transport des nutriments et des coliformes vers mon étang suite aux épandages? Si c'est le cas, est-ce que on a une bande végétale qui pourrait nous aider à réduire ce transport-là? Quelle est la distance entre l'épandage et l'étang?
On peut aussi apprendre à mieux gérer l'eau en faisant des analyses régulières dans notre étang. Ça va nous permettre aussi de déterminer les sources d'eau selon la période de l'année qu'on devrait utiliser pour l'irrigation de nos cultures, parce que je vous le rappelle, le délai entre l'irrigation et la récolte est un paramètre qui est très important. Et encore une fois, je vous rappelle que c'est bon d'avoir une vision générale sur les sources possibles de contamination de nos étangs, sans oublier les sources humaines. Si on prend de l'eau à partir d'une eau de surface pour approvisionner l'étang, on peut se questionner s'il y a des épisodes de rejet d'eau usée municipale en amont de notre point de pompage. Et pour le vérifier, vous pouvez aller voir sur le site de la Fondation Rivière, où on peut avoir un aperçu des endroits au Québec où on a des rejets potentiels d'eau usée à l'échelle du Québec. Donc, je disais que c'est une série de petites pratiques, de mesures, d'observations. Et dans certaines circonstances, par exemple, pour un producteur qui va faire appel à de l'eau de surface pour alimenter dans son étang, il faut trouver des façons de maintenir une bonne qualité de notre eau. Notre intention, bien sûr, c'était d'utiliser le moins possible d'intrants chimiques et de perturber le moins possible l'écosystème de l'étang. À l'époque, il y a quelques années, on a été mis en contact avec des gens de l'Ouest canadien qui réalisaient des travaux sur la qualité de l'eau d'abreuvement des bovins. Là-bas, ils avaient observé des problèmes de santé des animaux importants. Ils ont fini par se rendre compte que c'était dû aux toxines d'algues bleues-vert dans les étangs abreuvoirs. Donc, il y a une équipe d'Agriculture Canada qui s'est mise à travailler sur des méthodes potentielles d'intervention pour améliorer la qualité de l'eau. Et eux se retrouvaient un peu devant le même questionnement que nous, parce que on pouvait pas utiliser n'importe quoi, étant donné que ça servait à l'abreuvement des animaux. Ils ont réalisé plusieurs travaux sur l'aération des étangs. Il y a différentes façons d'aérer les étangs et ils se sont rendus compte qu'en aérant les étangs d'irrigation, ça leur permettait de mieux contrôler les populations d'algues bleues-vert. Et ça accélérait aussi le taux de diminution des populations de colis dans l'eau par rapport à un étang qui serait pas aéré. Donc, la clé, c'est la façon dont on aère. C'est très important d'être conscient que on peut pas faire l'aération d'un étang de n'importe quelle façon. Il existe plusieurs méthodes. Comme vous pouvez le voir à l'écran, un brassage en surface, une méthode plus d'éclaboussure ou fontaine, ou l'introduction de fines bulles d'air à partir du fond. C'est cette dernière méthode-là qui a été retenue par les gens d'Agriculture Canada pour le contrôle des algues bleues-vert et potentiellement des populations de colis dans les étangs d'irrigation. La façon que ça fonctionne, c'est que on va placer un diffuseur d'air à membrane dans la partie la plus profonde de l'étang. Les fines bulles d'air qui vont être projetées dans la colonne d'eau vont faire en sorte que le gradient de température qui normalement s'installe dans un étang, on est de plus en plus, l'eau est de plus en plus froide à mesure qu'on va en profondeur dans l'eau. Le gradient de température va être brisé par ces bulles d'air-là et ça va causer un mouvement circulaire et vertical de l'eau, comme vous pouvez le voir à l'écran avec les flèches noires. Et ça va faire en sorte que les bactéries fécales vont être exposées de façon plus importante aux rayons ultraviolets du soleil. Les bactéries d'origine fécale sont sensibles aux rayons ultraviolets du soleil et donc elles vont diminuer en population. L'aération va permettre aussi de briser le gradient d'oxygène dissous qui normalement se serait installé dans la colonne d'eau et ça va faire en sorte que le phosphore va précipiter au fond de l'étang. Donc, le phosphore sera plus disponible pour les algues bleues-vert qui vont, par le fait même, réduire leur prolifération. Une façon simple de vérifier si l'aérateur fonctionne bien, c'est tout simplement de mesurer la température de l'eau à différentes profondeurs. Ça nous permet de nous assurer que notre aération fonctionne bien. Mais comme je le disais tout à l'heure, on peut pas aérer de n'importe quelle façon. Si on a une méthode d'aération qui fait en sorte qu'on va avoir une certaine turbulence au fond de l'étang,
ben ça va avoir comme conséquence qu'on va remettre en suspension du phosphore et on n'aura donc pas l'effet désiré. C'est pour ça que les diffuseurs d'air à membrane fonctionnent bien. À partir du fond, on est un peu au-dessus du sol. Et ça, l'injection d'air se fait un petit peu à la surface du fond de l'étang. Et donc, on vient pas perturber le phosphore qui aurait sédimenté au fond pour avoir l'effet bénéfique de non-disponibilité du phosphore pour les algues bleues. Les équipements qui sont requis pour l'aération, on peut utiliser un branchement là, sur une prise électrique. À ce moment-là, les coûts sont beaucoup moins importants. On a donc besoin de notre diffuseur d'air, un tuyau lesté, compresseur et notre source d'électricité. Et selon les travaux qu'on a faits et les travaux d'Agriculture Canada, on ne devrait pas dépasser, par exemple, au niveau de la longueur du fil, là, à peu près 800 mètres. Donc, la prise de courant, faut pas qu'elle soit trop loin non plus, on va perdre en efficacité. Maintenant, on est bien conscient que les étangs d'irrigation, parfois, sont pas à proximité d'une prise électrique. Donc, le système peut être alimenté aussi à partir de panneaux solaires et des batteries qui vont permettre d'alimenter d'emmagasiner l'énergie. C'est important de savoir que l'aération doit être faite dès le printemps pour bien assurer la prévention de la prolifération des algues bleu-vert. Donc, dès le moment où l'installation peut être faite au printemps, on y va. On aère 24 heures sur 24 et jusqu'à l'automne pour s'assurer d'un bon contrôle des algues bleu-vert et des populations de colis. Au niveau des équipements qui vont être requis et des coûts qui vont venir avec, les éléments importants à considérer, d'abord, c'est le calcul du volume de l'étang. J'ai mis un lien vers une petite application qui permet d'estimer relativement facilement le volume de l'étang. Par la suite, il faut faire le choix du compresseur qui va dépendre du volume de l'étang et aussi de la hauteur de la colonne d'eau. En général, le système là, dont on parle fonctionne bien avec des profondeurs d'étang maximalement de 15 pieds environ là, pour avoir un compresseur qui va réussir à faire le travail. Il existe plusieurs types de diffuseurs d'air. Vous en voyez à l'écran. Nous, nos travaux ont principalement porté sur les diffuseurs d'air à membrane. On a fait donc, pour s'assurer qu'on pouvait prendre cette méthode-là et la transposer dans les étangs d'irrigation du Québec, on a fait des suivis en entreprises agricoles dans différentes régions. Je vous donne des exemples aussi ici là de 3 étangs qu'on avait suivis, mais il y a quand même eu plusieurs projets où on a intégré l'aération puis des mesures de population de colis dans l'eau. Et nous-mêmes à la station de recherche de Saint-Bruno à l'IRDA, on utilise l'aération aussi pour la qualité de nos étangs d'irrigation. Donc, on a cumulé beaucoup de données, mais c'est important pour nous là, de nous assurer que ça se transposait bien chez les producteurs agricoles. Donc, avec des dimensions d'étangs qui représentaient ce qu'on peut retrouver en entreprise. Comme vous pouvez le voir à l'écran, dans ce cas-ci, on avait des étangs à Sherrington, l'île d'Orléans et puis à Mirabel. On a fait des échantillonnages à plusieurs moments en saison suite à la mise en place des aérateurs. On échantillonnait à plusieurs profondeurs, à 3 endroits différents dans l'étang. Et on a fait des suivis dans des conditions autant estivales qu'automnales pour s'assurer qu'on représentait bien différentes conditions. Donc, dans tous les cas, pour ces exemples-là, les aérateurs étaient alimentés à partir de panneaux solaires, comme vous pouvez le voir à l'écran. Maintenant, je pense qu'on va passer à la réponse à la question Mentimeter. La question, c'était donc de savoir avec l'eau, la qualité de l'eau qu'on peut retrouver de façon générale au Québec, là, les concentrations qui sont réalistes, initiales, combien ça prend de temps pour atteindre le critère de 100 UFC par 100 millilitres en population de colis? Eh bien, les gagnants sont les bleus
vous allez le voir, on va en parler juste après. Les travaux nous ont permis d'estimer les délais qui sont requis pour assainir l'eau jusqu'au niveau de 100 et ça correspond à environ 2 jours. Donc, je vais passer tout de suite à la diapo suivante. Voici un exemple. On part avec une eau qui contenait 500 UFC par 100 ml et on peut voir que rapidement, on observe un peu ce dont j'ai parlé au début là, en termes de décroissance exponentielle des populations et indépendamment des profondeurs, on va atteindre assez rapidement les niveaux qui sont requis dans les programmes de salubrité. Ça, c'est un autre exemple avec une concentration plus élevée. Ici, on démarrait avec une concentration de 2500. C'est un producteur qui alimentait son étang à partir d'un cours d'eau à proximité de l'étang. Donc, on en a parlé au début. Parfois, on peut avoir des concentrations qui sont un peu imprévisibles et qui peuvent être élevées. Dans ce cas-ci, on a atteint nos critères assez rapidement. Et comme c'est une décroissance exponentielle, on peut déterminer à partir du modèle quel est le nombre de jours requis pour atteindre les concentrations de sang. C'est ce que je vous présente ici là, avec les données de R carré. On peut voir que notre modèle il décrivait bien ce qui se passe sur le terrain avec des concentrations initiales. Dans ce cas-ci, les C0 de 1000 qui varient de 217 à 1797 comme exemple. Eh bien, vous avez dans la dernière colonne à droite le nombre de jours requis pour atteindre 100 UFC par 100 ml qui varie entre 1,25 et 1,67 jours. Donc ça veut dire 2 jours à peu près, avec les conditions qu'on peut retrouver au Québec, 2 jours de temps de rétention en conditions aérées. Ça veut dire que si vous prenez de l'eau de surface, par exemple, que vous l'acheminez dans votre étang, vous laissez aérer sans introduction de nouvelle eau pendant ces 2 jours-là pour être sécuritaire, pour pouvoir atteindre les niveaux de qualité qu'on souhaite avoir pour notre eau d'irrigation. Maintenant, c'est la question que tout le monde se pose, comment ça coûte? Les coûts varient beaucoup et varient surtout en fonction de votre source d'énergie. Si vous devez faire appel à des panneaux solaires, les coûts vont augmenter substantiellement. Si vous avez un étang qui est profond, qui est grand, selon la dimension de l'étang, c'est le deuxième paramètre qui va faire le plus augmenter les coûts. Au niveau de la longévité des équipements, pour un diffuseur d'air en membrane, ce qui est bien entretenu, on peut espérer une durée de vie de 10 ans s'il est bien entretenu. Ça signifie un bon nettoyage à l'automne après avoir enlevé le diffuseur et un bon entreposage aussi. Même chose pour les batteries et le compresseur. Les garanties sont variables. Les panneaux solaires, sur le marché, on peut avoir des garanties qui varient entre 10 et 20 ans. En conclusion, la première chose, c'est d'être conscient des différentes sources de contamination de notre étang, dans notre environnement, d'être conscient que oui, il y a les épandages de fumier, mais il peut y avoir autre chose. Et d'être conscient de l'impact que ça peut avoir sur la gestion de l'eau pour assurer la salubrité des fruits et légumes qui vont être irrigués. On a montré par différents travaux, puis par les travaux d'Agriculture Canada, que l'aération permet effectivement de mieux contrôler les populations de colis dans l'eau, de réduire les populations d'algues bleu-vert. Mais si on a de façon permanente une nouvelle entrée de phosphore dans notre étang par des drains ou par du ruissellement, il faut être conscient que là, on va réduire substantiellement l'efficacité de l'aération. Les mesures de protection sont importantes. On parle d'une aération 24 heures sur 24 à partir du fond pour pas perturber le phosphore qu'on souhaite voir se déposer au fond de l'étang.
L'installation du système se fait dès que possible avant que l'eau commence à se réchauffer au cours du printemps et jusqu'en octobre, le plus tard possible. Pour une eau qu'on soupçonnerait potentiellement contaminée, ben on peut espérer avoir un bon abattement des populations de colis en 2 jours minimalement de temps de rétention. Je vais prendre une petite minute pour remercier toutes les personnes et les regroupements qui ont travaillé avec nous sur vraiment plusieurs projets là, concernant l'aération que j'ai pas eu la chance de vous présenter aujourd'hui. Donc, les gens de l'IRDA, d'Agriculture Canada, le CQH, des gens du MAPAC aussi qui ont été impliqués dans les projets, le CRAM, le RLIO, le PRISM, plusieurs producteurs agricoles aussi et les étudiants qui ont travaillé sur nos différents projets.